Ifriqiya Sport. La planète e-sport avec Ifriqiya Sport. Votre magazine continental qui traite le sport sur tous les terrains et dans toutes ses dimensions. L'Afrique et le sport ne font qu'un. Bonjour Nagadef Salama, vous êtes les bienvenus sur Ifriqiya FM avec Ifriqiya Sport, votre magazine africain qui parle du sport africain et des pana-africains qui excellent dans le monde sportif à travers le sport, à travers le journalisme et à travers tous les domaines liés au sport. Cette semaine, on va changer de cap. On va avoir avec nous une sommité africaine, un journaliste très connu en Afrique et dans les terres africaines, Monsieur Nazim Bessoul. Monsieur Nazim Bessoul, vice-président de l'association de journalistes sportifs africains, aussi directeur du journal Botola, membre de l'IPS et un gros CV. Moi, je vous laisse vous présenter aux auditeurs africains. Nazim, bonjour Nazim, présentez-vous à nos auditeurs africains. Bonjour Walid et bonjour à tous les auditeurs. Nazim Bessoul, comme vous l'avez dit précédemment, vice-président depuis février dernier de l'IPS Afrique, après le congrès de Dakar, membre du bureau exécutif depuis 2019 suite au congrès de Nairobi au Kenya, éditeur, polyglotte aussi. Oui. J'ai lu ça un peu. Oui, ça aide un peu pour justement bien se faire comprendre. En Afrique. Par nos amis, ouais, un peu partout dans les 6 régions. Ouais, journaliste, j'aime bien moi journaliste, mais tous les titres ronflants là, c'est. Non, je suis journaliste. Tu as les titres que tu mérites. Tu as les titres que tu mérites. Et le site footafrique.com, voilà. D'accord, on salue toute la rédaction de footafrique.com, un site référence. Moi, je me base beaucoup sur les informations de Foot Afrique. Merci. Nazim, je voulais savoir quelle est l'organisation de l'IPS en Afrique, comment l'idée elle est venue de créer cette association de journalistes africains qui se spécialisent dans le sport. Écoutez, je pense que c'est le cheminement normal et naturel des choses. Il faut savoir que l'IPS Monde, ce qu'on appelle l'IPS tout court, qui a des sections continentales à l'image de la FIFA, la CAF, la CONCACAF et tout. D'accord. L'IPS Monde a été créé, fête son centenaire l'année prochaine, en 1904. Joyeux anniversaire à l'avance. Ouais, donc on parle d'une association qui a 100 ans d'existence, et les Africains, à partir de la décolonisation, il était tout à fait normal d'avoir une section continentale qui soit par la suite affiliée à l'IPS Monde. C'est un travail qui a commencé en 1972, par feu Fekhrou Kidan, que beaucoup de nos auditeurs peut-être connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, je les invite à aller googler son nom parce que c'est un grand monsieur. C'est un grand monsieur du continent. Ça veut dire que c'est même pas la presse sportive. Un panafricain. Un panafricain qui a été à l'ONU, qui a été au CIO, qui a fait des missions de paix en Afrique, qui a fait beaucoup de choses et qui a fait beaucoup de choses pour le continent et notamment pour la presse africaine. Il est décédé l'an dernier, je crois. C'est à son âme. Donc, en 72, avec un groupe de journalistes, il décide de créer l'ancêtre de l'IPS Afrique, qui était l'UJSA, l'Union des journalistes sportifs africains. Et pour la petite anecdote, en 74, ils arrivent pas à s'entendre pour avoir un président. Et c'était lors de la CAN en Égypte. Ils vont voir un certain Ahmed Bessoul. Ahmed Bessoul, votre père, qu'on salue, grand nom de la presse sportive internationale, qui était même rédacteur en chef de France Football. Pas France Football, il était à Canal Plus Afrique. Il était à un moment à France Football. Oui, il a écrit un peu partout. Il a fait l'équipe.fr, Canal Plus. Mais les dernières années avant de rentrer en Algérie, le dernier poste, il animait la rubrique Afrique sur le site de canalplus.fr à l'époque. On le salue au passage et on lui envoie une invitation et le bienvenu chez nous. Et on va transmettre parce qu'il est là et il continue à apporter un œil précieux pour tout ce qui est la préparation du journal Botola et du site footafrique.com. Donc, on lui propose de prendre la présidence de cette association naissante. Et pour des raisons à l'époque
il était journaliste de l'agence de presse, l'APS. Il a dit, moi, je suis là en tant que journaliste, j'ai pas de consigne et tout. Il était jeune aussi. Donc, et c'est une association qui a eu beaucoup de difficultés à exister, qui disparaissait, qui renaissait, À cause de quoi? à cause de... La non-entente? Non, c'est beaucoup de choses. C'est souvent peut-être des interférences politiques, le manque d'argent, les gens qui n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Et à partir des années 2000, on va dire que l'IPS Monde s'est tourné vers l'Afrique. Parce qu'il y avait aussi des élections, il faut le dire. Faut pas s'en cacher. Ouais. L'Afrique, c'est un continent qui fait rêver tout le monde. Ouais, quand il y a des élections, ouais. D'accord. Et avec beaucoup de promesses, et on nous dit plein de belles choses et tout. Et du coup, l'UJSA s'est fondu, on va dire, ou s'est affilié à l'IPS Afrique. Et on a eu principalement deux présidents, dont le dernier, Michel Obi, qui a fait, je crois, 3 mandats ou 2 mandats et demi, je me rappelle plus, 3 mandats, avec le Covid et tout. Et en 2023, là, on avait déjà initié pendant le Covid avec le président Abdoulaye Thiam du Sénégal, que je salue, un ami et un frère, et d'autres membres. Aussi. On avait réfléchi et discuté à la nécessité d'impulser un nouveau souffle à l'IPS Afrique, qu'on ne voyait pas beaucoup et qui avait créé, peut-être à juste titre, qui a laissé place, voilà, à beaucoup d'initiatives qui souvent n'étaient pas très nobles ou très pertinentes, de la création d'une confédération des journalistes sportifs sous l'égide de la CAF, d'une autre confédération sous ceci, cela, alors qu'il y avait une association existante. Ben oui, qui a plus d'un demi-siècle ou qui a fêté son demi-siècle l'année dernière. Et qu'il fallait juste réanimer et peut-être organiser, et c'est le travail auquel on s'affaire depuis le congrès de Dakar en février 2023. Vous avez eu la vice-présidente oui. de IPS Afrique, c'est ça? Oui, j'ai été élu, et j'insiste sur le mot élu. 26 février 2023. Tout à fait. Une date à graver dans le marbre pour moi, et peut-être pour les collègues qui se reconnaîtront, et parce que on voulait pas d'un Algérien vice-président. Dommage, on sait que, on va dire, il y a beaucoup d'interférences, beaucoup de guerres de clans dans ce genre d'événement, mais nous on va rester sur le fait que la place elle est déjà acquise, ou par rapport à votre compétence, par rapport à le respect que vous avez donné. On a lu beaucoup de papiers sur vous. Quelle est la difficulté pour un journaliste d'exercer en Afrique, et quel est l'apport de IPS Afrique pour un journaliste? Écoutez, je pense le principal problème, il faut pas se voiler la face, il est d'ordre financier. Moi, j'aime bien reprendre cette formule d'un ancien, comme on les appelle, les anciens, qui disait que... On respecte. Ah oui, bien sûr. Qui répétait ou qui aimait dire que il n'y avait pas de différence entre les journalistes africains, et c'était un Algérien d'ailleurs qui disait, à l'époque il y avait le Hadef, et il disait il n'y a aucune différence entre les journalistes de l'Hadef et les journalistes de France Football. Mieux, les journalistes de l'Hadef sont plus compétents et connaissent mieux le football que ceux de France Football. Mais ils ont 10 fois plus de moyens, ceux de France Football. Ça veut dire que quand on veut travailler, quand on veut enquêter, quand on doit aller en couverture, tout est plus facile quand on... Le nerf de la guerre. Ben oui. Donc en Afrique, c'est essentiellement une question de moyens, ce qui explique aussi que souvent les journalistes, s'ils sont pas pris en charge par le Comité olympique national ou par la fédération, ils peuvent pas couvrir les événements, y compris les CAN. Donc aujourd'hui, je pense que, ou depuis toujours, ça a été le principal problème. Et si vous voulez, c'est une priorité du nouveau bureau, du président, c'est une volonté du président de trouver les fonds nécessaires pour donner plus de marge de manœuvre ou de nouer. On est au tout début du mandat, on travaille sur beaucoup de questions. Même pas une année. Ouais, c'est même pas une année, on est à quelques mois. Il y a des questions, on va dire, plus urgentes, à savoir rédiger et avoir des statuts, parce que on a récupéré
pratiquement une coquille vide. Donc on essaye d'organiser la maison, de se donner une charte pour fonctionner, pour qu'on sache ce qu'on peut ou ce qu'on peut pas faire, quel est notre champ d'action et où est-ce qu'on veut aller, bien qu'on ait une idée, mais aussi de trouver les fonds nécessaires pour faire que la presse africaine soit plus pertinente, parce que encore une fois, il n'est pas normal que personnellement, je parle personnel, Bien sûr. je trouve pas normal qu'on appelle des gens qui sont à Paris ou qui sont à Londres ou qui sont dans des studios. C'est un truc qui me fait mal. Ouais, pour parler du football africain. C'est-à-dire que y a des gens aujourd'hui qui s'octroient ou à qui on donne des titres spécialistes du football africain. Il a jamais mis les pieds quasiment en Afrique. Ah, c'est pas quasiment, il y en a qui n'ont fait aucune canne. C'est-à-dire que le béaba du béaba, c'est OK, combien de cannes? Ou il y a pas. Du coup, Montre-moi ton CV. mais c'est ça. Donc ça, c'est des points, je pense, sur lesquels on veut mettre le paquet. On a certaines pistes, on a des discussions. On a approché la CNOA et son président, Mustafa Berraf, parce qu'il faut savoir que la CNOA versait à l'ancien bureau une aide annuelle. Une allocation annuelle qu'on veut renouveler ou même qu'on espère revoir à la hausse. Et d'autres partenaires comme l'Union africaine et toutes les entreprises qui activent sur le continent. Le nouveau bureau là qui vient d'être élu en février 2023, quel est, on va dire, son cheval de bataille? D'organiser la maison. D'organiser la maison. C'est la priorité des priorités parce qu'encore une fois, comme je vous l'ai dit, on a récupéré une coquille vide. C'est-à-dire que il n'y a même pas de statut. On ne sait pas si c'est les statuts de l'IPS Monde qui nous régentent ou si on a des statuts, mais il y a 20 000 versions, 20 000 copies. Aujourd'hui, je pense que c'est un travail qui doit être amorcé et qui risque d'être malheureusement long, mais qui ne nous empêche pas de travailler sur les autres pistes, qui sont la formation des journalistes. Bien sûr, la formation des journalistes. Il y a des sessions qui sont déjà prévues par l'IPS, mais nous souhaitons être, si vous voulez, un peu indépendant et utiliser cette spécificité africaine, par exemple. Bien sûr. Encore une fois, on peut avoir un formateur, un excellent journaliste senior qui a un passé très très, on va dire, important, mais qui risque de transmettre la mauvaise information, on va dire, à ses étudiants ou aux gens qui viennent l'écouter, parce que forcément il arrive avec des certitudes, un vécu qui est complètement différent. Si on explique à un gars dans les années avant Internet que en Afrique il fallait prendre le taxi brousse pour aller à la capitale et trouver le bureau de poste pour faire la queue et envoyer le papier et tout, ça il y en a très peu qui pouvaient l'imaginer. C'est la difficulté du journaliste africain et du journaliste sportif aussi. Oui, c'est la difficulté. Aujourd'hui, fort heureusement, la technologie nous permet de travailler dans de meilleures conditions, ne serait-ce que pour l'envoi et les couvertures, mais il y a beaucoup de choses à faire. C'est encore une fois, c'est les journalistes, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire souvent quand on parle de l'Afrique, en termes de potentiel. Personnellement, et j'en discute souvent avec le président, on souhaite transformer ce potentiel en quelque chose. C'est-à-dire qu'on parle pas que du potentiel. D'accord. Des partenariats, On veut avoir des journalistes connus, reconnus mondialement. C'est déjà un peu le cas grâce au IPS Award. Chaque année, on voit qu'il y a des Africains qui se positionnent, qui gagnent des prix, qui finissent premiers et tout. Mais il faut aller se frotter, on va dire, au très haut niveau, être là. Ça veut dire que je parle Botola. Aujourd'hui, Botola est connu en Afrique et un peu à l'international. C'est devenu une référence par rapport au papier, par rapport aux informations aussi. On essaye d'avoir 10 Botola, 20 Botola sur le continent. On est 54 pays. On essaye d'avoir il y a des journalistes qui sont très très connus, très respectés, mais il y a aussi une jeune génération qu'il faut prendre en charge, prendre en main et aider à se mettre au niveau de ce qu'il y a aujourd'hui ou même mieux. Il y a beaucoup de combats
qu'on essaye de mener. Aujourd'hui, on est à l'ère du numérique, des réseaux sociaux, des fake news. C'est important. C'est la principale menace du métier, qui pèse sur le métier de journaliste professionnel. Donc, il faudrait que nous, en tant qu'Africains, on soit aussi à l'avant-garde de ces batailles-là, parce que c'est tout simplement une question de survie et de crédibilité. On n'a que ça. Le capital d'un journaliste, c'est la crédibilité. Et puis, Afrique, maintenant, quels sont les chiffres? Combien de journalistes ils sont adhérés à l'association? Est-ce qu'elle est représentée dans tous les pays? Est-ce qu'il y a une stratégie de développement par pays ou par zone? Justement, c'est une des priorités aussi du nouveau bureau et du président, c'est parce qu'à chaque fois qu'on se retrouve lors des congrès, parce que aussi les billets coûtent très cher, se déplacer de l'Afrique vers n'importe quel autre continent, ou même en Afrique, même intra-Afrique, c'est souvent très compliqué, très cher. Donc on a une moyenne de 24, les bonnes années, on a jusqu'à 28-30 pays qui assistent au congrès mondial. Nous, on essaye d'avoir 100%. Et ça aussi, c'est un des points inscrits au programme, c'est de ramener des associations nationales dans le giron de l'IPS Afrique, parce que il y a des pays où il y a des problèmes, l'association existe, puis elle disparaît. Il y a les questions de dette ou des engagements qui sont pas payés par rapport à l'IPS et tout. Du coup, on essaye d'avoir l'objectif d'ici à la fin du mandat, c'est d'avoir au moins une quarantaine de... Couvrir toute l'Afrique? Possible? Oui, c'est possible. Mais encore une fois, il faut qu'on tombe sur les bons interlocuteurs, il faut que les conditions le permettent. Aussi. Oui, vous savez, souvent il y a des pays où il y a une personne et c'est l'association. Donc si cette personne disparaît ou si elle change de métier ou si quoi que ce soit, il y a plus. Donc on essaye de sensibiliser les gens sur ce point-là et d'avoir des associations qui soient viables, qui tiennent la route et qui soient surtout pérennes et qui puissent au moins garantir les engagements annuels. Nazim, tu as soulevé un point très important. Moi je les appelle les usurpateurs d'identité. Beaucoup de journalistes d'autres continents, ils se spécialisent dans le football africain. On n'a jamais vu une presse européenne qui invite un journaliste africain pour être spécialiste du football européen. Non. Mais par contre, l'inverse, on voit que ça, et on sait que il y a les compétences africaines de partout, de Bamako à Dakar, en passant par Niamey, à Yaoundé. Je cite que cela. Moi, j'ai un peu traversé l'Afrique et j'ai vu les compétences africaines. Et je sais que le niveau intellectuel et le niveau, on va dire même de réflexion, il est plus élevé qu'on voit en Europe, et tu l'as bien dit. Comment l'IPS Afrique est-ce qu'elle développe une stratégie pour combattre cela? Écoutez, moi je pense on est sur une chaîne panafricaine qui diffuse à partir d'Alger. À partir de Tamanrasset. À partir de Tamanrasset. Donc, déjà, l'idée est là. Aujourd'hui, c'est aussi le poids des médias occidentaux ou européens. Ça veut dire que c'est aussi une question de souveraineté. D'accord. De souveraineté de l'espace médiatique. C'est bien beau d'avoir des Canal Plus Horizon qui diffusent spécialement des programmes pour l'Afrique et tout, mais encore une fois, comme vous venez de le dire, l'inverse n'est jamais possible. Parce qu'il y a des... Il est même impossible. Oui, non, mais quand je dis n'est jamais possible, je suis gentil. Ouais. Parce que on peut prendre cet exemple-là et le dupliquer ou l'appliquer aux entraîneurs africains. Il y en a pas. Il y en a pas. On a vu des Sud-Américains qui arrivent mais bien sûr, à s'expatrier. En France, depuis, avant même l'indépendance de l'Algérie, et même après, il y a eu un Algérien en Ligue 1. D'accord. Un. Kader Firout. Ouais. Exactement. Alors que, quand on fait toutes les petites divisions en France, PH national... les centres de formation... Tout. Les détecteurs de talent, ils sont tous africains. Mais oui. L'arbitrage, c'est la même chose. Combien il y a d'arbitres maghrébins
ou africain ou d'origine maghrébine ou africaine en championnat de France. Je crois qu'il y en a eu 2 ou 3 la saison dernière, j'ai aperçu, je me rappelle plus. Mais ça, c'est je vais pas vous dire qu'il y a marqué interdit, mais il y a des lobbies, il y a des forces qui empêchent cette émergence-là. C'est pas normal qu'on ait, 10 000 entraîneurs maghrébins d'origine et aucun n'arrive à émerger en haut du sommet. Ben oui. C'est le même problème, c'est les mêmes discussions. Après, encore une fois, il faut trouver les moyens, et c'est souvent une question de moyens financiers, de volonté politique des pays, pour répondre à ça, entre guillemets. Il est plus facile pour un entraîneur de venir exercer ici, à côté, en bas, à gauche, sur tout le continent africain. Mais on leur a même donné le titre de sorcier blanc. Ben oui, sorcier blanc, mais on a vu que là maintenant, cette nouvelle génération d'entraîneurs qui est en train de prouver tout son savoir-faire, on va voir combien vont finir dans les Big Four. Impossible. C'est pas impossible, mais combien de temps ça va prendre? D'accord. Et où est-ce qu'ils vont finir? Et dans le journalisme, c'est la même chose selon vous? Très clairement. Très clairement. Moi j'ai une anecdote. Vas-y, on est en libre antenne et t'es en Afrique. C'est un truc qui m'a vraiment motivé à revenir en Algérie, parce que j'ai vécu en France pratiquement 20 ans. Et je fais la CAN 2012. L'Algérie n'était pas qualifiée. Gabon, Guinée équatoriale. Et il y avait le fameux match Maroc-Tunisie. Et il y a un collègue, un très jeune collègue, je crois qu'il était stagiaire à l'époque, qui a fait le papier de présentation l'avant-match de Maroc-Tunisie. Et dans le Media Center, on discute. Et à la fin, ce gars-là, on est en train de sympathiser. Il me dit, voilà, Nazim, j'ai fait mon papier et tout. Toi, t'es algérien, tu connais mieux les trucs maghrébins et tout. Est-ce que tu peux juste jeter un coup d'œil? Et je regarde, bien écrit, tout bien, nanana, la rivalité, le Maghreb, le derby et tout. Sauf qu'il avait oublié une information majeure, à mes yeux, et je pense qu'aux yeux de n'importe quel rédacteur en chef, le papier ne passerait pas. On était en 2012, qu'en 2004, la finale, c'était Tunisie-Maroc à Tunis. D'accord. Donc ça a jamais été mentionné dans le papier. Et je lui dis ça, et il sort ses yeux, il me dit, ah, c'est vrai. Je dis, mais tu peux le googler. Ouais. Et il google, il regarde, ah ouais, c'est vrai, en plus, là, nanana. Il rectifie le papier. Je rentre à Paris, après la CAN, et il y avait un projet d'une télé qui se lançait. Africaine? Non, une télé de sport, et il y a quelqu'un qui m'appelle, il me dit, Nazim, ouais, il y a ça, le responsable c'est un tel, t'as déjà travaillé avec lui à Canal+, il y a moyen de participer à l'aventure si tu veux et tout. Donc j'y vais, ok, d'accord, entretien, et au moment de me présenter l'équipe, et surtout le responsable d'équipe, t'as trouvé ce journaliste? C'était ce gars-là, et je dis, ok, d'accord, ça va pas le faire. Voilà. Respect à toi. Respect à toi. L'Afrique, il y a du talent, mais le bon sens, on va dire la mayonnaise africaine, elle n'a pas encore pris, selon vous, dans le monde de la presse. Non, moi je pense que j'aime bien regarder les choses à l'échelle du temps, mais genre du temps historique, on va dire. XXL. C'est un continent jeune, c'est un continent qui a pas très longtemps été colonisé, donc il faut que les choses se mettent en place, et il faut que les titres gagnent en notoriété, en expérience, en poids. Aujourd'hui, encore une fois, on voit par exemple, si on regarde BBC Afrique, pour ne pas la citer, on a beaucoup de collègues africains anglophones qui collaborent avec BBC Afrique. Il y en a pas beaucoup sur RFI, l'équivalent français. Ouais, c'est une problématique. On veut pas que ce journaliste africain se monte dans le niveau sportif que... Non, je sais pas si c'est encore une fois, mais je donne ces 2 médias. Ouais. Qui ont à peu près la même fonction, qui traitent de même sujet. Il y en a un, et on peut citer, il y avait Usher de Kampala, Miss Kampala, qui était à BBC, il y avait Osasu, il y en a plein. Il y a Mark Gelson de l'Afrique du Sud. Il y a beaucoup de collègues qui ont collaboré, qui continuent à collaborer avec BBC. Mais pas beaucoup sur l'équivalent français. Il faut que l'Afrique on va dire, la décolonisation de la presse sportive, alors. Je sais pas, le mot il est un peu fort, et... L'Afrique aux Africains au niveau de la presse sportive, pour moi.
C'est même pas ça, c'est que, je suis désolé, c'est, encore une fois, quelqu'un qui est dans son bureau ne peut pas avoir plus d'expertise que quelqu'un qui est sur le terrain. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et quelqu'un qui est en Afrique, et quelqu'un qui est en Europe, il peut pas diriger un média africain ou donner la ligne éditoriale à un média africain. Mais le problème, quand c'est bien fait, quand c'est sur des bases, on va dire, de compétences, il n'y a pas de problème. Et encore faudrait-il, si on fait jouer la préférence continentale, si on veut. On est des panafricains, l'Afrique, pour les Africains, au niveau de la presse. Du coup, non, c'est beaucoup de choses en même temps. Le souci, c'est que, mon point de vue, hein, souvent les gens, ils ont tendance à croire que c'est eux qui font le média. Ok? Ça veut dire que X, il travaille pour cette grande chaîne télé. Et souvent, ça monte à la tête. D'accord. Ok? Et on a vu même qu'il y avait qui allait au bras de fer avec son employeur en pensant que s'il partait, c'était la fin du titre. Le meilleur exemple, c'était, je pense, PPDA sur TF1 qui parlait à 60 millions de Français tous les soirs. D'accord, ouais. Et il est parti, TF1 existe encore et elle existera, je pense. Dans la presse sportive et notamment africaine, cette prédominance des médias européens n'est que le reflet de cette domination, on va dire financière, et encore une fois, on revient aux moyens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on a une chaîne, si on donne le même budget à Efreria, par exemple, qu'on donne à BBC Afrique, alors je suis certain que Efreria, on te remercie, pourrait recruter des journalistes top niveau par rapport à ceux qui sont on a déjà de jeunes journalistes top niveau. Non, mais je veux dire, c'est parce que par la force des choses, on connaît les gens, ouais. On est en contact, on a plus d'expérience, plus cette facilité on d'accès. Sait de quoi on parle. Mais si on fait fonctionner, j'ai envie de dire le fameux exemple de Zlatan au Barça. On terminera avec le fameux exemple de Zlatan au Barça. Je suis une Ferrari et on m'utilise comme une 4L. Ça veut dire qu'on a des Ferrari sur le continent, mais l'utilisation, elle est... On a une Ferrari, on les utilise avec une 4L, on va dire, citation de Zlatan Ibrahimovic, que Nazim Bessoul a repris pour Ifriqiya FM. On te remercie, Nazim, d'être notre invité à Ifriqiya FM et Ifriqiya Sport. Je te laisse le mot de la fin pour toi. Moi, j'ai envie de dire longue vie à Ifriqiya FM et Inch'Allah qu'elle sera au niveau des mass médias dont on parlait maintenant sur le continent et à partir du continent. Merci Nazim Bessoul, merci aux éditeurs d'Ifriqiya FM. Salutations à tous les Africains, à tous les Pana-Africains. À la semaine prochaine pour un autre numéro d'Ifriqiya Sport.